bonjour à tous et bienvenue. Donc effectivement, je me présente Margot Collery, consultante senior chez Spring5, qui est une société de conseil qui œuvre dans l'écosystème Salesforce. Et j'ai contribué au cours des 6 dernières années à travailler sur des projets field service, de la mise en place au déploiement de solutions ServiceMax et Salesforce. Et je suis très honorée d'inaugurer cette session avec Benoît, à qui je laisse le soin de se présenter. Merci à tous et merci en fait d'être si nombreux aussi sur le webinaire. Donc Benoît Post, moi je suis responsable en fait de notre partenaire, de notre écosystème de partenaires en Europe chez ServiceMax. Donc ServiceMax, on est une solution Salesforce. Donc on est né sur la plateforme Salesforce depuis une quinzaine d'années. Et maintenant en fait on a deux solutions, je vais dire. Au niveau software, on a une solution qui s'appelle ServiceMax Core, qui est une solution de field service management complète. Et on a aussi une solution qu'on appelle en fait Asset 360 qui vient complémenter Salesforce. Donc on utilise ServiceMax Core principalement sur les clients existants. Et la solution Asset 360 de Salesforce, on va l'utiliser sur les nouveaux clients pour bien collaborer dans la partie vente avec Salesforce. Donc, et on est très heureux, en fait, moi je suis très heureux en fait, de participer à ce webinaire avec Spring5, qui est un de nos partenaires clés en France. Super. Bon, merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, pour nos participants qui découvrent peut-être la plateforme Livestorm, il y a 3 fonctionnalités clés qui vont vous intéresser tout au long de ce webinaire si vous regardez en bas à droite de votre écran. Bon, il y en a déjà qui ont découvert ça, du coup, c'est le chat. Vous pouvez nous envoyer vos bonjours et puis tout au long du webinaire, vous pouvez nous partager aussi vos retours d'expérience, vos conseils, tout ce qui vous fait plaisir. On est preneur d'interaction avec vous. Sur la gauche du chat, vous avez un onglet questions. Hyper important de poser ici toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, puisqu'on va garder un temps de questions-réponses de 15 minutes à la fin du webinaire et on viendra piocher en fait directement dans l'onglet questions pour répondre à un maximum d'entre elles. Et enfin, vous avez un onglet qui s'appelle sondage. Vous allez recevoir 2 sondages tout au long de ce webinaire, justement pour rester dans cette interaction avec vous, vous poser des questions et avoir aussi votre retour sur certains éléments. Alors, sans plus tarder, je vous présente le sommaire qui nous intéresse aujourd'hui pour ce webinaire. Déjà, on va partir de la base, on va définir quelques concepts clés. On vous parle de bases installées, mais qu'est-ce que c'est exactement? Margot pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, le vif du sujet, ce sera de découvrir 3 enjeux qui sont la visibilité, l'agilité et la profitabilité aujourd'hui sur ces questions de bases installées. Et Benoît et Margot vont surtout nous parler des challenges derrière chacun de ces enjeux, mais aussi des solutions et des bénéfices à en retirer. On fera une rapide conclusion, on parlera du partenariat entre Margot et Benoît et on verra aussi quelles sont vos questions, on prendra ce temps d'interaction à la toute fin. Il y a aussi des membres Spring5 et ServiceMax qui se cachent dans le chat et qui se feront un plaisir de compléter aussi les propos de Margot et Benoît tout au long de ce webinaire dans le chat. Du coup, j'ai envie de vous dire, rentrons dans le vif du sujet. Margot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la base installée? Qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse aujourd'hui? Oui, merci Morgane de me laisser la main. Donc effectivement, derrière ce terme savant de base installée, en fait, on va essayer de le définir comme suit. Il s'agit en fait de l'ensemble des équipements que votre entreprise peut vendre, que ce soit vos marques propres ou celles de marques concurrentes, et qui sont installées chez vos clients. Donc, vous pouvez finalement associer ça à des équipements. Les équipements, en fait, il est aussi aisé de les caractériser finalement par ce qu'ils ne sont pas. À ne pas confondre effectivement avec la référence produit. Donc un produit en fait n'est pas la même chose qu'un équipement, qu'un élément installé. En effet, un équipement, finalement, c'est un élément sérialisé, hein, un élément qui fait partie d'une série qui va être relatif à une référence produit, une référence catalogue. Pour exemplifier cela, on va imaginer le cas Apple qui va vendre de multiples produits dans ses différents stores, des iPads, des iPhones, avec des références comme l'iPad Pro 2018 ou l'iPhone 10. Et il faut imaginer en fait que lorsque vous avez monsieur et madame Dupont qui vont à un de ces stores, ils vont faire l'acquisition d'un produit Apple
par exemple une tablette iPad Pro 2018 et un iPhone 10, en réalité, lorsqu'ils vont faire l'acquisition de ces produits Apple, ils vont devenir détenteurs d'un appareil. D'un côté, un appareil iPad et de l'autre, un appareil iPhone. Ces appareils vont être caractérisés par une identité propre. Ils vont être détenus par monsieur et madame Dupont. Ils vont idéalement avoir un numéro de série. Ils vont avoir des caractéristiques locales bien identifiées. Et finalement, lorsqu'on est acquéreur de produits Apple, on va finalement devenir détenteur d'un appareil et finalement devenir utilisateur de ces appareils. Outre la jouissance effectivement d'un appareil, on va aussi, notamment via Apple, avoir accès à des services applicatifs, des applications gratuites ou payantes, ou également avoir droit à une maintenance, par exemple, pour faire en sorte d'avoir la version d'exploitation la plus à jour de l'iOS. Donc finalement, cet exemple est un reflet de ce que vous avez côté client qui vont jouir de vos appareils en termes d'utilisation et en termes de prestations autour de ces équipements. Donc j'espère en tout cas que cette définition vous aide à vulgariser le terme de base installée. Effectivement, dans cette notion de base installée, on va s'interroger. La vraie problématique de cette session, c'est finalement de voir l'intérêt, pourquoi placer la base installée au cœur de votre approche dans vos secteurs manufacturiers ou de services. Pourquoi finalement il y a besoin finalement de se concentrer sur un équipement qui est plus finalement qu'un produit vendu. J'imagine, Benoît, dans cette approche, ServiceMax contribue justement à éclaircir en tout cas sur la nécessité d'une approche asset-centrique, n'est-ce pas Benoît? Ouais, tout à fait. Donc, si on regarde en fait l'équipement, plutôt dans le sens en fait sur le cycle de vie de l'équipement, on se rend bien compte que l'équipement, donc il va être vendu. Donc on aura des commerciaux qui vont s'occuper en fait de vendre l'équipement. On va aussi, donc si on fait toute une activité de service après-vente sur l'équipement, on va essayer d'attacher un contrat de service sur cet équipement. Donc ça, c'est super important qu'on a un fort taux d'attachement du contrat de service en fait sur l'équipement. Cet équipement va être installé par des équipes et ça peut prendre en fait, dépendant de la complexité de l'équipement, ça peut prendre en fait plusieurs jours pour faire l'installation. Et après, cet équipement va être opéré donc par le client final et on va offrir en fait tout un tas de services donc via des contrats qui soient en fait de la maintenance corrective, préventive, proactive, jusqu'à aller en fait à faire du retour atelier, organiser en fait des retours de pièces qui sont défectueuses. Tous ces services en fait peuvent être proposés en fait aux clients via différents types de contrats. Et ce que je veux accentuer sur le fait, c'est que toute cette partie service, en fait, sur la durée de vie en fait de l'équipement, qui va être 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça peut être en fait très très significatif. Et on a une donnée en fait. Accenture avait fait une recherche en fait un petit peu pour regarder le coût, on va dire, du maintenir l'équipement par rapport au coût de production et au coût de décommissionnement. Et le coût de maintenance de l'équipement, ça représente 5 fois à 10 fois le coût de production et le coût de décommissionnement. Donc on se rend bien compte que cette partie service, sur la durée, 5, 10 ans, 15 ans, suivant la complexité de l'équipement, elle va être très, 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 très importante. Et puis après, on se rend bien compte aussi que cette partie service, on a tout un tas de liens avec différents acteurs. Donc on a vu les commerciaux en fait au début, et puis les commerciaux et notamment le marketing aussi pour organiser des campagnes qui vont pouvoir aussi contribuer à maintenir cet équipement, apporter des changements, des modifications significatives, donc des upgrades significatives, et puis en fin de vie, en fait, planifier la fin de vie de l'équipement. Donc avoir une approche centrée sur l'équipement, c'est capital. Donc on a appelé ça le webinaire l'atout numéro 1 de la croissance.
C'est vraiment en fait, si en fait on comprend bien en fait l'équipement, on a cette approche 360 sur l'équipement, on va pouvoir collaborer en fait un petit peu plus avec mieux collaborer avec les équipes commerciales et pouvoir apporter en fait plus de revenus à la société, à la compagnie pendant toute la durée en fait de vie de l'équipement. Donc voilà. Et puis on a aussi ces équipes services, elles peuvent aussi, puisqu'elles vont faire la maintenance de l'équipement sur tout le cycle de vie, elles vont pouvoir aussi apporter beaucoup de retours produits qui vont alimenter la qualité, l'ingénierie, et pour pouvoir faire des améliorations sur l'équipement. Donc avoir une approche centrée sur la base installée, c'est quand même critique pour pouvoir bien gérer en fait le cœur de métier en fait d'un manufacturier ou d'une société de service. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux pour cette définition. Si dans le chat, vous avez des questions ou des compléments à ajouter par rapport à ce qu'on vient de définir autour de la base installée, n'hésitez pas à nous partager vos compléments et vos différentes questions. Et justement, nous, on a une question aussi pour vous. Je vous envoie un premier sondage qui va s'apparaître sur votre écran. Quelle connaissance avez-vous des équipements installés chez vos clients aujourd'hui? On vous laisse y répondre en live. Et on va regarder tout de suite ce que vous nous en dites. Alors là, pour l'instant, j'ai 57% des personnes qui répondent que leur connaissance est partielle, 54%, 20% des personnes qui la jugent insuffisante, 4 personnes, alors 15%, ça évolue, 15% qui trouvent leur connaissance suffisante et 11% qui disent qu'ils n'en ont pas car non indispensables. Donc une majorité de partielles, ensuite insuffisantes. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça, Margot, Benoît? Donc c'est bien, ça va nous permettre en fait, si donc il y a cette base installée en fait la connaissance et puis tout le détail en fait qui tourne autour de la base installée. Donc il y a à la fois, on verra en fait un petit peu, on va pouvoir en fait développer un petit peu plus sur la visibilité en fait de cette base installée, donc apporter un peu plus de connaissances à tous les différents acteurs sur ces équipements. Donc c'est pour ça qu'on veut insister un peu plus sur la visibilité au départ. L'agilité, ce qu'on met en fait dans l'agilité, c'est plus, on va dire, les processus métiers pour pouvoir faire la maintenance de ces équipements. Et donc, on va voir en fait dans un deuxième temps comment on peut adapter ces processus métiers, parce que c'est important en fait de les faire vivre, et puis de les adapter, on va dire, localement en fonction des familles de produits, etc. Et puis dernièrement, le dernier point, le dernier enjeu en fait qu'on veut soulever, c'est la profitabilité. Donc, comment en ayant une bonne connaissance en fait de la base installée, ça va nous aider à générer en fait plus de revenus, et puis ça peut s'inscrire aussi dans une démarche de développement durable. Donc ça va être un petit peu le sommaire aujourd'hui sur ces 3 enjeux. Et j'espère qu'on va bien répondre en fait à vos attentes et à bien mieux comprendre en fait pourquoi en fait la base installée est clé pour réaliser en fait un service et faire booster le service, et puis surtout accroître le revenu en fait de la société. Donc si on bascule on va dire sur la visibilité, le premier enjeu, donc ce qu'on va faire en fait pour chaque enjeu, on va commencer en fait à parler des challenges. Après, on va parler des solutions et des bénéfices. Donc, sur ce premier enjeu de la visibilité, ce que j'ai mis en fait en avant, c'est une étude qui avait été faite qui a été faite en fait par Salesforce. D'ailleurs, c'était Matthew Simpkins, donc une personne de Salesforce en fait qui s'occupe en fait du manufacturing. Et on a cette vision en fait sur quels sont les challenges sur les clients manufacturiers.
Et je pense que c'est intéressant de le regarder par rapport, en fait, dans le prisme de la base installée. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même 80% en fait des personnes en fait qui répondent, qui ont des challenges en fait sur les on va dire sur les données, et on va revenir en fait un petit peu là-dessus. Grosso modo, c'est 30% en fait avec des challenges en fait assez significatifs et 50% en fait modérés. Et si on regarde ça par rapport en fait à la base installée, on s'aperçoit que cette base installée, de toute façon, souvent en fait, elle est maintenue avec des outils en fait un petit peu legacy. Donc ça peut être en fait, ça va d'une feuille Excel, enfin de 2 feuilles Excel en fait dans différentes régions. Ça peut aller sur des outils custom dev, donc complètement custom et pas forcément trop bien maintenus. Ou ça peut aller en fait maintenu en fait dans l'ERP. Et nous, en fait, on voit l'ERP, en fait, c'est plutôt une vision très rigide. Pour moi, l'ERP, c'est bien pour traquer on va dire l'inventaire, traquer en fait tout ce qui est comptable. Mais quand on vend un équipement, cet équipement, finalement, quelque part, il sort de l'ERP, puisqu'il n'est plus, il fait plus partie de l'inventaire. Il va être installé chez le client et il va vivre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans chez le client, et on va pouvoir faire tout un tas de services en fait autour de cet équipement. Donc on sent bien qu'on a besoin d'une autre solution pour pouvoir gérer cet équipement installé chez le client. Et si on arrive en fait à gérer en fait via une autre solution, on va pouvoir aussi essayer de casser en fait un petit peu les silos. Donc on a des silos, et c'est ce qu'on voit en fait un petit peu sur cette étude, des silos en fait qu'on va avoir entre les équipes techniques, opérationnelles terrain, et les équipes commerciales. Donc si chacun travaille en fait avec des outils en fait différents, s'ils ne partagent pas la donnée sur la base installée, ben, ils auront du mal en fait à collaborer ensemble. Donc le fait d'avoir une approche centrée sur la base installée, avoir la visibilité de la base installée, la visibilité sur les contrats, ça va permettre de casser ces silos et de faire en fait un peu mieux travailler les équipes commerciales et techniques ensemble, main dans la main. Et puis en fait, l'objectif, c'est vraiment de donner en fait de donner accès à la donnée sur la base installée, tout ce qui va se passer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, le donner accessible en fait aux différents intervenants, leur mettre en fait les données dans leurs mains pour qu'ils puissent en fait bien s'en servir. Donc les challenges, par exemple, un dispatcher qui doit envoyer en fait un technicien sur le terrain, s'il n'a pas la connaissance exacte de la base installée telle qu'elle est maintenue. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le as maintained bill of material, donc telle qu'elle est maintenue sur le terrain. Il peut envoyer un technicien avec, par exemple, les mauvaises pièces détachées. Parce que en fait, on n'a pas suivi, on n'a pas enregistré comment la base installée a été modifiée et mise à jour au cours par exemple, des 5 dernières années. Un technicien qui est sur le terrain, qui n'a pas accès, par exemple, qui n'a pas la visibilité sur les contrats, et sur ce qui est couvert par le contrat, bah, il se retrouve en fait devant le client qui lui demande en fait de faire une intervention supplémentaire. Bah, dans le doute, il va peut-être tenter en fait voilà, il se dit ouais, je sais le faire et tout, c'est facile, il va le faire en fait directement. Et quelque part, ça c'est des fuites de revenus. Donc c'est des revenus qu'on ne va pas récupérer en fait à court terme, et c'est aussi quelque part en fait une dévaluation du contrat de service, parce que si le client en fait a tous les services en fait comme ça en fait gratuitement parce qu'il le demande, ben, ça va dévaluer aussi sur le long terme le contrat de service. Donc c'est important d'avoir cette visibilité. Les commerciaux doivent aussi en fait avoir la visibilité sur l'équipement tel qu'il est mis à jour sur le terrain, tel qu'il est maintenu, parce qu'ils peuvent, par exemple, organiser des campagnes d'upgrade. Donc, ils savent que telle pièce ou tel composant a une certaine durée de vie, et ils peuvent, en fait, proposer une amélioration au client final. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu tous ces challenges. Margot, comment tu l'as vécu et comment
et quelles solutions en fait tu as pu y apporter? Merci beaucoup Benoît. Effectivement, comme l'avait énoncé Benoît, on a affaire à un paradoxe qu'on va essayer de surmonter, c'est qu'on peut avoir une profusion en fait de données collectées concernant les équipements, finalement avoir accès, et pour autant, il y a toujours de constater des silos en fait, d'un point de vue architecture, d'un point de vue équipe. Donc cela contribue au final à une déperdition d'informations qu'on devrait pouvoir exploiter normalement. Et en fait, quand on parle de visibilité en fait, sur la base installée, qui peut être mise à disposition sur la plateforme Salesforce, il y a aussi une notion de lisibilité. Comment en fait, finalement, avec la donnée à disposition sur les équipements d'un client donné, on peut être amené à le représenter. En fait, c'est vraiment ça l'enjeu en fait, autour de la visibilité pour moi. C'est en fait la capacité de pouvoir représenter la base installée chez un client, qu'elle soit compréhensible de toutes les parties prenantes de votre chaîne de valeur. Donc tout d'abord, juste pour revenir sur l'adjectif installé, il faut avoir en tête qu'un équipement qui soit mis en service ou installé va avoir une localisation donnée. Donc il va falloir faire appel à une notion de site d'emplacement. Parce qu'effectivement, de un, pour un agent de service, c'est ce qu'on a pu en tout cas expérimenter chez Spring5, il y a nécessité, lorsqu'il est comme il est le contact premier avec le client, de pouvoir localiser l'élément défectueux, même si effectivement le client n'a pas forcément cette notion-là. Et idem pour le technicien, c'est d'avoir accès finalement, d'avoir la notion de localisation. Ça peut être des données de géolocalisation, comme tout simplement au sein d'une arborescence qu'on peut appeler TreeView en anglais, qui va permettre finalement d'aller détecter, je ne sais pas, par exemple, dans le cas d'un acteur de détection incendie, c'est justement dans le cadre de l'inspection, pouvoir repérer et cibler l'intervention sur le terrain. Il y a aussi dans la notion de représentation de la base installée, on va aussi avoir la notion d'équipements qui vont être hiérarchisés. En effet, dans le cadre d'installation, on va avoir affaire à un élément principal, mais aussi à des composants. Et ce que disait Benoît justement sur le fait qu'un technicien va devoir avoir les pièces pertinentes pour pouvoir faire la réparation, c'est aussi parce qu'en amont, on a pu détecter qu'il s'agissait de tels composants qui pouvaient être défectueux dans le détail de l'installation, pour que finalement, au lieu d'avoir un périmètre un petit peu flou et générique pour le technicien, on peut justement aller cibler et savoir exactement ce qui est attendu comme prestation. Donc ça, finalement, la lisibilité et la représentation peut se faire à tous les niveaux, que ce soit grâce au modèle de données ServiceMax qui justement a bien pris en compte cette représentation. Donc cela donne à voir en fait à tous les niveaux en fait de votre équipe, et aussi que le technicien lui puisse se repérer avec l'application mobile notamment. Ça, cette arborescence en fait, elle va être visible et lisible de tous. En plus, en détail, on a également la notion d'attributs techniques que le technicien va pouvoir consulter pour pouvoir effectivement renseigner les remontées terrain et ce qu'il a effectué. Donc, un autre exemple aussi, c'est qu'en se mettant un peu de côté, on a aussi le fait qu'on peut rendre lisible et représenter au client même, via des portails, toujours fondés sur le modèle de données que peut fournir ServiceMax. Justement, via un portail, le client peut aussi avoir une vision sur son parc d'installation. C'est le cas dans un acteur du secteur de l'énergie, où en fait le client va pouvoir avoir accès justement aux détails, va pouvoir aussi, lui, avoir une lisibilité sur ce qu'il possède, sur ce dont il est détenteur. Benoît aussi avait mentionné aussi la notion de transaction autour des équipements, comment on peut connaître l'historique par rapport à des interventions passées, également des interventions futures, et également au niveau des contrats. Et ça, dans le cas du portail client auquel on a contribué côté Spring5, c'est aussi donner la vision aux clients pour qu'ils puissent se projeter sur la couverture notamment de ces équipements ou des visites prévues de services, pour qu'ils puissent aussi s'assurer du cycle de vie de ces équipements et qu'ils puissent aussi se projeter par rapport
à la relation client qu'il va entretenir avec vous concernant des contrats. Donc ça, en fait, finalement, dans la visibilité, pour moi, très important, c'est la notion de vision qui doit être partagée de tous et finalement d'aller un cran au-dessus, d'aller au-delà de la simple visibilité. On casse les silos pour qu'il y ait quelque chose de transverse, mais surtout de voir plus loin et d'aller voir au-delà, en fait, de simplement l'intervention un peu pragmatique et réactive. C'est aussi d'engager toutes les parties prenantes. Et je pense que je prends pour preuve un témoignage client avec lequel on a aussi l'occasion de travailler, qui justement a pu trouver bénéfice de la connaissance de cette base installée comme permettant en fait d'aller au-delà du service. Et j'imagine que Benoît, vous, avec ServiceMac, vous avez mené justement cet entretien où vous avez bien confirmé finalement l'impact bénéfique de cette visibilité. Ouais, tout à fait. En fait, le témoignage là de Jean-Pierre Samilot, en fait, on adore parce que donc il souligne bien en fait le fait que pour réussir en fait la transformation digitale, il souligne bien dès le début de la transformation digitale, en fait, il faut la connaissance de la base installée. Donc et que c'est un pilier clé et que ça va permettre si donc cette donnée est bien partagée en fait avec toutes les parties prenantes, ça va permettre de rayonner à la fois sur la vente, sur la qualité, et puis aussi récupérer beaucoup de données de plus en plus en fait via les appareils connectés, donc via l'IoT. Donc ça positionne très bien en fait les bénéfices. Et puis donc on a un article, une publication qui a été faite dans le Harvard Business Review que je vous conseille en fait qui souligne en fait justement les bénéfices d'une approche centrée sur la base installée. Donc là, on va passer en fait au deuxième enjeu, donc qui est l'agilité. Donc sur ce deuxième enjeu, l'agilité, donc on va se concentrer un petit peu plus sur ce que je disais un petit peu les processus métiers. Mais comme premier point, ce que je voulais en fait souligner, donc c'est une enquête là en fait qui avait été faite par Field Service News, qui montre en fait que 73% donc des organisations donc ont identifié le renouvellement de la force de travail parce que donc on a une population vieillissante en fait chez les techniciens. Donc le renouvellement de la force de travail, ils considèrent en fait ça comme un risque opérationnel. Donc c'est quand même en fait énorme, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir traiter ce challenge? Donc là, et la réponse, enfin bon, qui va être un petit peu, qui va être développée en fait par Margot, ça va être vraiment sur les processus métiers. Donc, mais ces processus métiers, pour moi, donc ça va aider en fait à capturer en fait la connaissance du technicien qui a des fortes compétences, qui a fait le travail peut-être pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on va permettre de bien capturer en fait comment il maintient en fait donc cette base installée, comment il maintient ses équipements. Mais c'est important que ces processus métiers soient aussi souples et agiles pour pouvoir les modifier en fonction voilà, d'une famille de produits. Donc ça, on a vraiment besoin en fait d'avoir en fait des processus qui soient souples. Et c'est parce qu'on aura en fait avec un processus, par exemple, en fait, si on approche un peu ERP très rigide, on va pas pouvoir en fait modifier ces processus de façon aisée. Et puis aussi, en fait, quand on fait du déploiement, souvent, on essaye de pousser en fait ce qu'on appelle un global template, donc avoir une approche en fait commune, mais c'est généralement du 80%, 20%, ou du 90%, 10%. Parfois, donc pour des problèmes réglementaires, pour des problèmes d'adoption, il faut légèrement en fait adapter ces processus métiers. Donc Margot, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu les solutions, comment on peut faire en fait pour pouvoir bien adapter ces processus métiers, voilà, pour pouvoir bien répondre à la maintenance en fait des divers équipements, quoi. Merci beaucoup, Benoît. Donc, pour moi, il y a un deuxième paradoxe ici lié à l'agilité, c'est qu'autour des processus qui peuvent graviter autour de la gestion des équipements, il y a aussi la notion que
on peut avoir une ambition finalement de déploiement, d'appréhender de nouvelles gammes de produits, de fournir de nouvelles prestations, mais de l'autre côté, finalement, devoir s'adapter à finalement des variables qui peuvent être inattendues, locales, notamment concernant de la réglementation, des nécessités de sécurité. Et finalement, il y a besoin en fait d'implémenter un processus qui soit encore une fois compris de tous et finalement dans lequel tout le monde va s'impliquer. Comment finalement on peut implémenter un processus à faire adopter par tout un chacun? C'est finalement en fait la notion de feuille de route que j'aime bien utiliser justement dans la partie la boîte à outils finalement ServiceMac de configuration autour des transactions. On a différents éléments. Il faut savoir que dans une feuille de route, par exemple pour un technicien qui va être amené par exemple à faire opérer une opération en atelier d'équipements qui vont être envoyés finalement sur le seuil, de devoir faire une analyse, de devoir faire un protocole de diagnostic, renseigner ses temps autour de cette préanalyse avant finalement de lancer la réparation en atelier. C'est le cas d'un acteur industriel auquel on a eu affaire. Finalement, il y a différentes étapes qui vont correspondre à des transactions qu'on appelle dans le jargon ServiceMax des SFM, Service Flow Management, ou SPM, Service Process Management. Finalement, ce sont des étapes qui doivent être le plus claires, le plus lisible et le plus contextuel possible. En effet, à chaque étape peut correspondre un ou plusieurs écrans qui, par exemple, peuvent être paramétrés via un designer d'écran, un screen designer, qui va, par exemple, amener l'utilisateur, notamment le technicien, à renseigner des informations obligatoires. Ou alors, d'après ces retours, directement sur l'interface, on peut faire en sorte de calculer certains champs avec des formules, par exemple. Il y a aussi, je pense, en termes de nouveautés ServiceMax, il y a aussi la possibilité d'afficher des sections dynamiques en fonction de certains apports. Donc, toujours avoir le fait que pour chaque étape de la feuille de route d'un utilisateur de votre métier, on puisse justement être guidé dans son étape. Ensuite, on a enfin le fait que la feuille de route, finalement, va être ordonnancée, va constituer une série de jalons finalement comme un itinéraire où vous allez devoir être rassuré sur le fait que vous opérez les étapes au bon moment, que vous n'êtes pas amené à revenir en arrière à partir du moment où vous avez déjà fait une action sur le système. Et ça, c'est vraiment essentiel, notamment pour le technicien qui, lui, déjà doit opérer son job sur le terrain, mais qui doit aussi s'assurer de ne pas oublier certaines étapes. On a aussi, en tout cas, expérimenté la notion de checklist, où finalement, en fait, on essaie par des réponses simples de pouvoir finalement mettre en place un protocole de sécurité, notamment pour des techniciens qui ne doivent pas être amenés à effectuer un travail avant finalement d'avoir sécurisé la zone. Donc ça, finalement, on a, avec ces outils ServiceMax, on a la possibilité, qui est notre trousse à outils finalement, en tant que consultant, qui équivaut en fait à la boîte à outils du technicien, on arrive à orchestrer un processus. Et en tout cas, autour de l'équipement, on a tout à fait aussi, hors technicien, la capacité d'inclure dans nos processus d'autres entités, d'autres équipes, notamment sur, on a eu un exemple là, qui est en cours sur le fait de pouvoir transférer des équipements d'une propriété à une autre, finalement, qui va permettre, via une transaction simplement, de faire une sélection des équipements d'une filière d'assainissement et de pouvoir les transférer à une autre localisation, à un autre client, et pouvoir enclencher de manière automatique d'autres transferts au final. Et ça, il faut en tout cas que dans ces transactions, cela soit le plus compris et le plus adopté possible. Je vais rajouter un dernier point en allant dans un élément de personnalisation, parce qu'en plus de la feuille de route, il y a aussi un enjeu d'interface d'expérience utilisateur pour vos utilisateurs, pour votre compagnie. C'est en fait au niveau mobile, notamment pour les techniciens, on a eu le cas pour notre acteur de détection incendie, c'est justement un panel d'outils de développement qui permettent de personnaliser encore plus un cran en dessus l'expérience mobile. Par exemple, en cartographiant les équipements sur, par exemple, un niveau d'étage, où vous allez avoir des équipements qui sont accessibles ou non, d'après la carte, d'après certains locaux qui ne sont pas finalement accessibles et qui peuvent même être dangereux.
aussi permettre aux techniciens d'être rassurés sur l'avancement, l'état d'avancement de l'inspection d'une zone donnée où parfois il y a une myriade d'installations à contrôler. Également des pictogrammes qui peuvent représenter le statut de l'équipement, que ce soit au niveau de son état de réparation ou alors tout simplement s'il s'agit d'un composant par rapport à une installation principale. Voilà, ce sont des éléments qui, pour moi, j'aime bien faire cette similitude, finalement, de dire que chaque acteur d'un processus métier, même y compris le client, hein, quand on peut parler de portail, va avoir sa partition, et c'est en gros une symphonie qui évite la cacophonie en fait dans les processus métiers, dans l'adoption, dans le déploiement en fait sur de nombreuses régions, pour être conforme aussi aux données locales. Pour moi, c'est comme un orchestre en fait qui va devoir s'adapter selon les salles, selon l'acoustique, et chacun c'est la partition qu'il a à jouer. Et très important, c'est que l'amélioration de l'expérience utilisateur par des interfaces, par des petits réglages d'interface va contribuer à la satisfaction utilisateur. Et je suis convaincue, Benoît, que même dans les projections des prochaines versions de Service Max, on va aller dans ce sens justement pour rendre les processus plus agiles pour nos clients. Ouais, tout à fait. Là, donc, on a vraiment, en fait, avec le SFM, le SPM, là, le Service Flow Manager, Service Process Manager, donc on essaye vraiment de faciliter, en fait, la mise en place et modifier facilement, en fait, ces processus métiers, donc pour pouvoir bien gérer, en fait, la maintenance de l'équipement. Et moi, je suis convaincu, donc, comme tu l'as expliqué, avec le Screen Designer, enfin, minimiser le nombre de clics, etc. Et ça va forcément en fait améliorer en fait l'expérience utilisateur. Et si l'utilisateur, le technicien est content de comment il utilise l'application, bah forcément ça va rayonner chez le client. Et puis après, si on le guide bien en fait dans son processus, et si on l'amène en fait à collaborer, on lui explique pourquoi, parce que bon, c'est aussi une aventure humaine en fait, la transformation digitale. Donc pourquoi il doit collaborer avec la partie qualité ou la partie commerciale, c'est clair que ça va générer de la croissance ou générer ça va rayonner en fait vers d'autres départements. Et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait, à obtenir, donc avec le SFM SPM. Et puis après, on rajoute là, dans Service Max, et ça va venir en fait dans Asset 360 aussi, on rajoute en fait ce qu'on appelle le Data Guide. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vont être des espèces de checklists avec des branchements dynamiques. Donc, en fonction de la réponse à la question, on va se brancher sur d'autres types de questions. Donc, ça va participer en fait à rendre en fait la solution plus agile et plus spécifique en fait par rapport aux besoins clients. Donc voilà, on a fait le tour en fait un petit peu de l'agilité, les bénéfices. On va passer à la prochaine section sur la profitabilité et la première partie là sur les challenges. Bon, on se rend bien compte en fait, et puis de toute façon ça a été écrit en fait dans de très nombreuses publications en fait le challenge des services après-vente, en fait, c'est ils ont plutôt un historique en fait d'être considérés comme centre de coût, et le challenge en fait c'est vraiment de transformer l'approche en fait du service après-vente en fait pour être plus considéré comme un centre de profit. Et donc ça passe par ce qu'on a vu en fait précédemment, la visibilité, l'agilité, la collaboration en fait avec la qualité, avec le commercial. Et là, ce qu'on veut en fait un petit peu souligner en fait comme challenge au niveau profitabilité, je dirais que ça sera un peu deux challenges principaux. On va dire c'est comment gérer la gestion des pièces défectueuses. Donc et comment ça peut aider en fait à apporter, on va dire en fait une source de revenus supplémentaires, et comment gérer en fait la gestion de la fin de vie de l'équipement, et à quel moment on doit continuer en fait, on va dire à upgrader, à modifier l'équipement, ce qui va en générer en fait des coûts de service en fait plus importants, et à quel moment on doit prendre la décision de le décommissionner. Donc
Donc, Margot, comment tu peux nous présenter un petit peu les solutions autour de ces deux éléments? Effectivement, dans cette gageure en fait, de s'intégrer dans un nouveau type d'économie circulaire et aussi d'essayer d'intégrer un nouveau processus qui est la remanufacture, en fait, finalement, c'est combiner en fait les deux précédents enjeux en fait. La visibilité d'un côté, comment on va essayer de l'exploiter un maximum, et de l'autre côté, les processus autour finalement de cette économie circulaire. Donc la remanufacture, finalement, c'est de voir que par rapport à vos équipements, parce que je voyais dans les sondages qu'on avait la visibilité partielle, pour moi, je pense aussi qu'il y a peut avoir une vision partielle par rapport au potentiel d'un équipement qui peut être en fin de vie. On peut potentiellement essayer d'exploiter au niveau de ses matières premières, de sa connaissance, même de sa valeur intrinsèque, des qualités qui peuvent être supérieures ou égales à ce qu'il pouvait fournir initialement. C'est un peu l'enjeu finalement du processus de remanufacture. On avait le cas pour un client industriel, je vous avais cité dans les processus la notion de réparation en atelier. Finalement, ce processus articulé va engager tous les acteurs en fait à estimer par rapport à un équipement qui arrive quel va être son destin. Est-ce que finalement on va envisager de faire une réparation parce qu'il est tout à fait viable et on peut finalement se projeter, ou alors on va avoir les notions de reconditionnement, de réutilisation des matières premières, et on a besoin finalement d'orienter par rapport à ça. L'autre articulation qu'on voit aussi, c'est que ces processus peuvent se reposer en fait sur l'analytique. On a l'exemple avec le tableau CRM de Salesforce. C'est justement d'avoir une vision extrêmement globale de tout le portefeuille de votre base installée chez vos clients. C'était le cas pour un acteur du secteur de l'énergie. Finalement, tout ce portefeuille en fait de tous les équipements de tous vos clients, de différentes régions vont pouvoir aider à appréhender sous différentes facettes, sous différents prismes, en fait, la valeur qui est encore exploitable d'un équipement, même en fin de vie. Est-ce qu'il y a derrière une possibilité d'upgrade, de modernisation, de remplacement? Finalement, la vision un peu cockpit qui pourrait être opérationnelle à la base de vos équipements installés, finalement peut être un cockpit stratégique pour aider à la prise de décision, pour pouvoir avoir des prévisions par rapport à de nouvelles prestations, pour aider justement à avoir une stratégie aussi durable sur le long terme, qui va au-delà, effectivement, comme disait Benoît plus tôt, du service. Donc, effectivement, on se repose aussi sur une analytique un peu plus industrialisée pour aussi industrialiser une nouvelle offre dans le cadre, effectivement, d'une notion de durabilité. Le fait aussi que c'est censé aussi générer de nouveaux revenus par rapport à ces nouvelles prestations de gestion d'obsolescence, de remplacement, de modernisation, qui vont en fait prendre le pas sur la notion de réparation, de maintenance. On est capable de décider si finalement, au lieu de renvoyer un technicien ou de rester sur un contrat de maintenance basique, on va finalement proposer aux clients peut-être une évaluation, un diagnostic sur les équipements qui vont être en fin de vie, potentiellement aussi des équipements en fin de vie de marques concurrentes, pour que vous puissiez justement vous insérer davantage dans la vision durable aussi de développement de votre client. Donc au final, l'équipement en fait va être aussi au centre, il va apporter une place centrale non seulement en termes de processus, de lisibilité, mais aussi de la profitabilité. C'est là en fait qu'on a le point culminant concernant justement la croissance de votre entreprise par rapport à un aspect stratégique. Et je vais laisser Benoît en fait conclure et clôturer par rapport à ces bénéfices, mais je pense avoir fait le tour. Ouais, non, c'est super, tu as tout bien couvert, je pense. Je veux juste ressouligner le fait que voilà, si on arrive en fait à avoir des nouveaux revenus et puis avoir de la profitabilité et en même temps participer en fait à du développement durable, ben, en fait c'est tout bénef, et la gestion des pièces défectueuses, bien gérer les retours en atelier, le reconditionnement, remettre ces pièces en fait à la revente ou les renvoyer en fait chez le client, c'est quand même en fait une source de revenus sympa, et puis ça participe donc à cette économie circulaire. Et puis après, comme l'a souligné Margot, l'analytique en fait va être clé
Donc, regardez la profitabilité, ce qu'on appelle le cost to serve. Donc, on a mis ça en place dans Asset 360 et on va basculer là dans Service Max. On a mis ça en place avec Tableau CRM, donc on utilise des fonctionnalités Salesforce. Et ça permet vraiment de comprendre à quel moment on va pouvoir faire la décision, en fait, ce qu'on appelle le repair versus replace. Donc, à quel moment on répare et à quel moment, en fait, on va décommissionner, on va devoir remplacer l'équipement. Donc, très, très bien. Super. Morgane, oui, merci. c'est On a quoi fait la le tour suite? là on a fait le tour des 3 enjeux. Si vous avez des questions, évidemment, des compléments dans le chat, n'hésitez pas. Margot et Benoît sont très ouverts à répondre à vos différentes questions. On va justement attendre qu'elles arrivent tranquillement dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser tout de suite. La session Q&A va commencer dans un instant. Et juste avant ça, on a, nous, une question pour vous. C'est le dernier sondage qui vous attend. Je vous le fais apparaître sur vos écrans tout de suite. Sur quel enjeu aimeriez-vous en savoir plus ? Ça peut être justement sur la visibilité, sur l'adaptabilité, agilité dont on a parlé aujourd'hui, ou encore sur la profitabilité, ou ça peut être aussi sur d'autres sujets qu'on n'a peut-être pas encore approfondis aujourd'hui, mais qui vous intéresseraient par ailleurs. On va regarder en live quels sont les différents retours qu'on a sur la question. Je vous laisse répondre. On a la profitabilité qui arrive en tête des enjeux à approfondir. 50% des personnes répondent la profitabilité, 38% des personnes répondent l'adaptabilité, l'agilité. Donc voilà, 2 enjeux qui ressortent fortement en fait là-dessus. Et la visibilité, 9%. Visiblement pas spécialement d'autres sujets majeurs. En tout cas, si vous envoyez, n'hésitez pas à les communiquer dans le chat. On se fera un plaisir d'aborder ces différents sujets-là. Et pour information, il y a aussi un sondage de satisfaction qui vous attend à la fin du webinaire. On vous partagera le lien. Et plus qu'un sondage de satisfaction, c'est aussi un sondage sur lequel on va vous inviter à nous partager quels sont ces enjeux-là que vous avez envie d'approfondir. Et on vous donne aussi les coordonnées de Margot et de Benoît pour que vous puissiez en discuter plus amplement avec eux directement. Ok, super. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans la session de Q&A. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions dans l'onglet, mais il y a Mourad qui nous disait que chez Schneider Electric, la principale difficulté pour accroître leur croissance de la base installée sur la phase d'OPEX, elle est liée à l'absence d'éléments clés comme ref produit ou numéro de série, car soit inaccessible manquant, soit non communiqué sur des produits connectés, ce qui implique des doublons et des problèmes de qualité. Le principal défi est de disposer d'outils efficaces pour nettoyer et résoudre ces problèmes de qualité. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce commentaire, à ce partage de Mourad ? Oui, je pense qu'effectivement... Tu veux commencer, Margot Oui, juste pour effectivement confirmer que c'est quelque chose que côté SpringFab, on a expérimenté finalement, c'est que dans la théorie, finalement, l'équipement en fait doit être considéré comme un élément unique sérialisé, mais finalement, quand on dit sérialisé, on induit un numéro de série qui parfois n'existe pas ou effectivement n'est pas renseigné. Donc effectivement, c'est un sujet clé. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on zappe rapidement vers de visibilité à profitabilité, mais en fait, tant que la visibilité n'est pas établie, la représentation, effectivement, le risque des doublons, et c'est, je pense, le cas justement concernant l'analytique, c'est on doit aussi faire en sorte d'éviter finalement d'avoir trop de doublons, parce que le risque, c'est de générer des campagnes d'opportunité par la suite qui n'ont pas de sens et qu'on doit aussi nettoyer. Donc effectivement, c'est comment mettre à disposition des outils peut-être même plus natifs de déduplication. J'ai bien conscience, parce que j'ai quelques collègues qui travaillent sur ces sujets et je pense qu'ils ont eu à implémenter cette logique-là. Mais effectivement, il y a toujours une notion de données de terrain à prendre en compte. Et je pense que Benoît aussi, tu avais peut-être ton avis par rapport à peut-être à une roadmap, j'imagine. Ouais, mais je pense que il y a des choses en fait qui peuvent être faites en fait plus a posteriori. En fait, à mon avis, il y a du référencement à faire en fait sur place. Il va falloir peut-être affecter un nouveau numéro de série en fait sur le produit en fait sur la base installée si ça n'a pas été fait. Et ce référencement a posteriori, c'est ce qu'on voit des fois en fait chez d'autres clients. Qui font par exemple des roulements, ils reçoivent les roulements, mais les roulements n'ont pas de
pas enfin, ils appellent ça du large size pairing, donc c'est vraiment des roulements en fait assez conséquents pour les reconditionner. Et souvent, il n'y a pas de numéro de série en fait sur les équipements, donc ils vont inclure en fait, ils vont engraver le numéro de série directement sur l'équipement une fois qu'ils l'auront reconditionné. Donc des fois, ça se fait en fait un petit peu a posteriori, et puis après, il faut voir comment inclure ça peut-être voilà, en amont au niveau de l'ingénierie. Mais il y a des choses en fait à faire en fait a posteriori. Pour ça, il faut se servir en fait, à mon avis, des équipes terrain, des techniciens ou du retour atelier pour bien référencer les équipements. Très bien, merci pour ces Donc, éléments. via des processus métiers. Donc c'est là qu'en fait on peut guider les techniciens ou les personnes qui sont en retour atelier pour bien mettre en fait le processus métier pour pouvoir référencer l'équipement, même si c'est fait en fait a posteriori. Ça va aider, quoi. On a une autre question de Bruno dans l'onglet questions. Quel est l'avantage de ServiceMax par rapport au GMAO qui équipe parfois aussi les techniciens mobiles? Alors c'est une bonne question là. Donc moi ce que je vois en fait, GMAO, EAM, enfin donc le Enterprise Asset Management System. Donc moi je vois plutôt ça en fait comme un outil qui va être plutôt dédié aux équipements internes. Et donc c'est plutôt des équipements internes qui vont aider en fait à la production, par exemple, des produits, une ligne de production. Et c'est des équipements internes. Ça reste ces outils Enterprise Asset Management System, ils restent très très liés en fait à l'ERP. Donc c'est quand même assez, ça reste en fait généralement c'est un peu plus rigide. Il y a toujours cette notion en fait un petit peu de ERP. Donc si c'est des équipements internes, on a besoin de connaître en fait un peu le coût de dépréciation. Il y a un petit peu des aspects comptabilité en fait à tenir en compte. Donc ça c'est en fait côté on va dire EAM. Côté en fait ServiceMax avec Salesforce aussi avec Asset 360. Le bénéfice en fait c'est notamment surtout en fait quand l'équipement est vendu. Donc en fait il y a un transfert de propriété. L'équipement va être installé chez le client, il va vivre en fait sa vie chez le client pendant 5 à 10 ans, 15 ans, et il faut vraiment capturer en fait comment cet équipement va être maintenu sur toute sa durée de vie. Et c'est ça qu'on essaye de vraiment adresser, je veux dire en priorité en fait avec ServiceMax. Donc c'est pour ça qu'on parle de base installée, on parle pas forcément trop d'équipements internes. Après sur les équipements internes, c'est des choses que, à mon avis, on va essayer de développer aussi, mais ça va être plutôt sur la roadmap. Et c'est clair que par rapport en fait à la flexibilité qu'on a sur les processus métiers, donc ce qu'on a vu un peu sur l'agilité, l'interface en fait mobile qui est super sympa en fait pour les techniciens. Donc là, avoir en fait un interface utilisateur en fait qui est très qui va être en fait adopté par les techniciens, avoir une bonne expérience utilisateur. Ça c'est clair que ça va aider. Donc on a des avantages clairs. Mais on est en train en fait un petit peu de mettre en fait un peu notre roadmap en place en fait pour attaquer un peu plus, on va dire, ces équipements internes. Partie équipement externe, voilà, la valeur ajoutée, elle est super claire en fait avec ServiceMax. Peut-être un commentaire rapide, je sais que le temps nous est compté, mais effectivement, dans l'ère en fait, où on essaie de spécialiser, en fait, la spécialisation je pense, séduit toujours. Mais parfois, en fait, le risque intrinsèque, c'est que spécialisation veut dire après qu'on recontribue à des silos, que finalement, n'importe quelle partie prenante, en tout cas autour de la chaîne de valeur des équipements, finalement, va toujours avoir des visières et n'aura jamais une vision globale. Et comme dit finalement Benoît, on s'arrêtera toujours à une vision restreinte de l'équipement d'un point de vue opérationnel
ou un peu d'ordre, oui, finalement, transaction simple de maintenance. Il faut effectivement voir au-delà, et on voit en fait que dans les préoccupations principales, c'est la profitabilité. Donc c'est vrai que dans cette ère-là, il y a toujours ce paradoxe, on veut spécialiser les choses et on essaie de cibler, mais de l'autre côté, il faut toujours finalement ouvrir le champ des possibles et les horizons. Et donc c'est vrai côté Spring5, je pense qu'on essaie en tout cas de propager un petit peu ces notions-là. Et effectivement, avec ServiceMax, où il y a quand même a fait ses preuves en fait en termes d'adaptabilité aux différents besoins et pour rendre agiles finalement les entreprises. Super. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Bruno vous remercie également dans le chat. Alors, il nous reste un peu moins de 5 minutes avant de clôturer ce webinaire. Alors, pour compléter au niveau des questions, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez aborder, je vous envoie d'ores et déjà le sondage de satisfaction dans le chat. Ça nous permettra, vraiment, ça vous prendra 2 minutes et l'objectif, c'est à la fois de savoir ce qui vous a plu et ce qui a peut-être manqué aussi par rapport à vos attentes aujourd'hui dans ce webinaire et de pouvoir approfondir certains sujets directement avec Margot et Benoît si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps. Et aussi, pour information, le webinaire est complètement enregistré. Donc, vous recevrez automatiquement le replay dans vos boîtes mail. On le partagera aussi sur YouTube certainement par la suite et vous pourrez le relayer autour de vous pour le revoir et le partager si vous le souhaitez. Et du coup, pour conclure rapidement et mettre fin à cette session de Q&A, je laisse la main à Margot et Benoît parce que je sais qu'il y a des éléments de conclusion, notamment liés à votre partenariat et à vos prochaines actus que vous avez envie de nous partager. Oui, donc effectivement, comme je l'avais dit au début de la session, je suis très fière en tout cas d'avoir pu inaugurer avec ServiceMax, via Benoît notamment, ce premier webinaire qui, j'espère, va inaugurer une longue saison. Très rapidement, un petit débrief sur la relation entre Spring5 et ServiceMax. Donc, dans ce contexte, en fait, côté Spring5, nous avons pu, au cours des dernières années, pu constituer une communauté d'experts, en tout cas plus d'une trentaine, et notamment en grande majorité autour de la connaissance des solutions ServiceMax, également en collaboration avec Salesforce. C'est aussi via ServiceMax que nous avons pu en fait opérer de manière internationale sur différents projets. Et d'un point de vue personnel, je sais gré en tout cas aux personnes ServiceMax lorsque j'ai commencé ma première mission de m'avoir mis le pied à l'étrier. Et ça m'a aidé aussi à me sensibiliser sur les notions de field service avec lesquelles je n'étais pas du tout familière. Donc en tout cas, voilà, je ne dirais pas que la boucle est bouclée, il y a encore beaucoup de choses à vivre ensemble. Donc j'imagine que Benoît, toi aussi, tu as l'occasion longtemps d'interagir avec Spring5 là-dessus. Ouais, donc nous, enfin moi personnellement, en fait, j'adore en fait travailler avec Spring5. Hein. Je trouve que les personnes, en fait, les consultants, en fait, sont très compétents et avoir cette, on va dire, double ou triple compétence, ServiceMax Core, Asset 360, Salesforce Field Service, c'est clair que les consultants, en fait, ont beaucoup d'expérience, en fait, sur les problématiques, donc Field Service, opération terrain. Je pense que ce qui est beaucoup apprécié des clients finaux, c'est que vous avez aussi des consultants offshore en Inde que vous mettez à contribution aussi dans les projets qui sont en 100% Spring5. Donc ça apporte en fait une plus-value certaine. Et puis après, moi, ce que je trouve, c'est vraiment l'approche et puis les valeurs de Spring5. Hein. Vous mettez en avant, je dirais, l'humilité, l'empathie, et c'est les valeurs en fait qu'on voit pas très très souvent en fait dans les sociétés mis en avant, mais je trouve que dans une transformation digitale qui est une aventure humaine, c'est clé en fait de pouvoir bien comprendre en fait les besoins clients et de pouvoir apporter son expertise, mais bien comprendre les besoins clients pour pouvoir donner en fait la bonne réponse. Et là, je pense que vous avez vraiment une très bonne approche. Donc voilà. Super, bon, l'enquête de satisfaction est envoyée. Il est midi, on va prendre 30 secondes. Je vous envoie dans le chat quelques liens et je laisse Margot et Benoît peut-être nous partager en 2 mots les prochaines actus de leur côté.
Oui, tout à fait. Après ce panégyrique par Benoît, merci encore. Donc, pour la rentrée 2022-2023, donc septembre, nous allons avoir le 2e épisode dans notre saison de webinaire, parce que vacances oblige. Nous allons aborder la notion de residency as a service. Et en tout cas, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn pour justement suivre nos actualités de tout type. Effectivement, vous pourrez découvrir nos expertises, nos expériences et nos valeurs, comme l'avait souligné Benoît. Et Benoît, je t'en prie, tu pourras aussi partager ton calendrier. Voilà, donc nous, en fait, le 28 septembre à Londres, on fait un événement en présentiel, donc on appelle en fait Service Expert Tour, et ça va tourner en fait un petit peu autour de une approche centrée sur la base installée, donc et ça sera un petit peu on va essayer de faire intervenir différentes personnes qui ont contribué justement à la publication du Harvard Business Review, sur cette approche centrée sur les équipements, et pouvoir les faire converser en fait un petit peu sur cette approche et sur les bénéfices. Parfait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On arrive au bout de ce webinaire. Les personnes se déconnectent doucement. Il est 12h02. Merci à tous pour votre participation et toutes les interactions dans le chat. Merci et un grand merci à Benoît et Margot. Un grand merci à toi, Morgane. Allez, merci. Merci, Benoît. Merci, Morgane, merci, Margot, et merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.